Shingo est un pauvre type, coincé comme esclave d'entreprise dans un boulot de bureau banal, jusqu'au jour où il se réincarne dans un autre monde et obtient le titre de riche noble guerrier, avec une abondance de femmes et de concubines. L'histoire commence avec un jeune chevalier affrontant un homme en uniforme. Paume en avant, le chevalier conjure une puissante attaque et la lance vers lui. Des roches commencent à voler partout, jusqu'à ce qu'un éclair blanc aveugle tout le monde, et pouf, le danger disparaît comme ça. Quelques instants plus tard, un homme aux cheveux verts nommé Roderick arrive et ordonne à tout le monde de retourner au travail. Un ouvrier félicite le comte Wendelin, notre protagoniste principal, pour sa magie si utile, remarquant comment il a tout aplati en un instant. Bien qu'il veuille rentrer chez lui, Wendelin accepte à contre-cœur d'aider Roderick à dégager une autre zone de roche. Après, Wendelin rentre chez lui, épuisé, mais reçoit un accueil chaleureux de 3 filles lorsqu'il franchit la porte. Une fille en robe, nommée Elise, les rejoint et, lorsqu'elle s'assoit, on comprend pourquoi Wendelin n'arrive pas à la quitter des yeux. Elise s'inquiète pour lui parce qu'il a toujours l'air fatigué, et Wendelin explique que Roderick l'a encore surmené aujourd'hui. Les 3 filles, nommées Lena, Louise et Wilmel, disent que sa relation avec Roderick n'est pas saine et qu'il traite Wendelin comme un esclave. Cependant, il semble que Wendelin ne se considère que comme un employé de bureau. Wendelin part brusquement pour se changer, et c'est alors que nous sommes transportés dans sa vie passée, il y a 10 ans, quand son existence était un enfer. Un jour, il rentra chez lui épuisé comme d'habitude, et s'endormit par erreur sur le canapé. Mais soudain, il se réveilla et se força à se lever. Il se met à préparer un somptueux dîner à 3 plats, mais avant même d'avoir pu en prendre une seule bouchée, il commença à perdre connaissance, et quelque chose d'extraordinaire se produisit. Quand Shingo s'est réveillé, il s'est demandé où étaient passées ces putains de côtes de porc, et pourquoi ce repas dégoûtant qu'il n'avait jamais vu était devant lui. En attrapant un verre, il remarqua que sa main était comme celle d'un enfant. Alors il prit une assiette pour regarder son reflet et vit qu'il était vraiment un enfant. Il regarde autour de lui, stupéfait par le luxe qui l'entoure, et après quelques observations, il remarque qu'il assiste à une sorte de mariage royal. Le pauvre type n'en croit pas sa chance, et pense que ce doit être un rêve, alors il ferme les yeux et essaie de se rendormir. Mais quelques instants plus tard, son père arrive et lui demande ce qu'il fout à essayer de dormir à un moment pareil. Il emmène le petit Wendelin pour le présenter à des invités importants. Cependant, étant nouveau dans cette vie, il ne connaissait même pas son propre nom. Il n'a donc pas pu le leur dire, ce qui a embarrassé son père. Heureusement, son frère aîné Eric arrive juste à temps et détourne l'attention de lui. Il remercie tout le monde d'être venu en son nom et au nom de Wendelin. En fait, le mariage est celui de leur frère aîné, Kirk, qui épouse la fille d'un empereur. Après son discours, Eric s'assoit avec le petit Wendelin. Il dit que leur père doit être soulagé qu'une fille de noble se soit mariée dans la famille, et Wendelin demande si cela fait d'eux des nobles aussi. Eric explique qu'ils sont des Baumeisters, un nom respecté, donc ils sont de la noblesse authentique de toute façon. Ce qui sidère Wendelin, car il y a 5 minutes, il était juste un type normal, prêt à se mettre un fusil dans la bouche. Wendelin regarde autour de lui et pense qu'ils doivent être assez haut placés pour pouvoir organiser une cérémonie comme celle-ci, et il apprécie la délicieuse nourriture devant lui. Cependant, le lendemain, il est déconcerté par la qualité de la nourriture au petit déjeuner, un contraste frappant avec la veille. On lui laisse du pain sec et une soupe qui a le goût de l'eau. Wendelin regarde autour de lui et remarque que l'endroit est pire qu'un refuge pour sans-abri. Après le petit déjeuner, il trouve Eric pour comprendre ce qui se passe. Il dit à Eric qu'il est confus parce qu'ils ont pu organiser une telle fête la veille. Mais Eric explique que c'était juste pour impressionner leurs invités, et qu'en réalité, ils sont si pauvres qu'ils doivent aller chez KFC pour lécher les doigts des autres. Blague à part, Eric dit qu'ils doivent maintenir leur fierté noble devant les autres. Maintenant, c'est retour au pain et à l'eau. À ce moment-là, Wendelin pense qu'il aurait peut-être été mieux dans sa vie précédente, et pour empirer les choses, il réalise qu'il est le 8e fils, donc ses avantages sont minimes. Plus tard, Wendelin regarde une carte et voit qu'ils vivent dans le royaume d'Helmut, qui a une population d'1 million d'habitants. Cependant, en examinant la carte de plus près, il constate qu'ils vivent dans le royaume chevaleresque de Baumeister, qui compte 800 habitants, le plus petit de toute la région. Wendelin observe son environnement désolé, pensant que sa vie est foutue,
Mais au moment où il pensait que les choses ne pouvaient pas empirer, il découvre que son frère Eric s'en va, ainsi que 2 de ses autres frères aînés. Il s'avère qu'ils ont tous convenu de partir une fois que leur frère Kurt se serait marié. Car ils n'ont pas les moyens de diviser la terre entre 8, ils cesseront d'être nobles. Mais ils expliquent qu'en réalité, tout dépend des compétences. Donc, ils s'en sortiront bien. Wendelin supplie de partir avec eux, mais il ne peut pas car il n'est qu'un petit enfant. Et c'est ainsi que ses 3 frères partent à la découverte de leur propre but dans ce monde. En colère et déterminé, Wendelin se dirige vers la bibliothèque pour apprendre tout ce qu'il peut afin de changer sa situation. Mais malheureusement, il ne trouve aucun livre utile. En remettant un livre, il fait accidentellement tomber une balle de l'étagère ainsi que quelques feuilles de papier. Wendelin ramasse le morceau de papier qui est en fait un manuel d'instruction pour une boule de cristal magique. Il se moque de l'idée de la magie. Mais quelque chose l'attire et l'incite à continuer sa lecture. Il est écrit que tout le monde possède du mana. Mais on dit qu'une personne sur 10 000 seulement en a suffisamment pour lancer des sorts magiques. Wendelin se dit que ce ne sont que des conneries, mais pour ne pas avoir de regrets, il décide de faire un acte de foi et de voir ce qui se passe. Il tente de lancer un sort magique sur la boule de cristal, mais rien ne se passe. Cependant, quelques instants plus tard, la boule de cristal brille comme un arc-en-ciel, ce qui prouve qu'il a une grande aptitude pour la magie. Wendelin se met immédiatement à la recherche d'autres guides de magie, mais il est soudainement interrompu par son père qui lui ordonne de laisser tomber ses livres stupides et d'aller chercher du bois de chauffage dans la forêt. Plus tard, il tente d'activer ses compétences magiques, mais échoue lamentablement. Surgissant de nulle part, un homme mystérieux apparaît et descend du ciel, déclarant qu'il est enfin tombé sur quelqu'un dont le niveau de magie égale le sien. Il se trouve que ce bel inconnu n'est autre qu'Alfred Rainford, un mage qui était l'ancien magicien de la cour de l'estimé duché de Blicrotor, l'un des royaumes du continent. Il provoque involontairement un sanglier qui fonce sur Wendelin, qui manque de se faire dessus. Wendelin essaie de s'enfuir, mais Alfred l'attrape et le force à affronter sa peur. Le sanglier charge sur eux et Wendelin est mort de peur. Mais alors que le sanglier se rapproche, il lance un sort de vent qui le repousse complètement. Alfred félicite Wendelin pour avoir utilisé son premier sort magique. Mais ce n'est pas fini, car le sanglier aux yeux rouges fonce sur eux une fois de plus. Mais Alfred le repousse sans effort d'un simple geste du doigt. Montrant sa magie impeccable, Wendelin est bouche bée, et juste au moment où il pense qu'il ne peut pas être plus surpris, Alfred lâche une bombe et révèle que Wendelin est destiné à devenir un magicien, bien plus grand que lui. Plus tard, Wendelin franchit la porte de sa maison. Accueilli par la vue familière de sa famille, s'affairant. Le pauvre Brooke prend une tasse d'eau chaude, la faisant passer pour du thé, ce qui lui rappelle le jour où Alfred lui a offert la même boisson. Il se souvient avec amusement de la façon dont le maître magicien a réussi à faire rentrer un sanglier entier dans un petit sac à sa ceinture, sans perdre de temps. Alfred rappelle à Wendelin que leurs leçons de magie commenceront le lendemain, soulignant l'importance de garder leurs arrangements secrets. Wendelin découvre que si leur partenariat est découvert, il pourrait devenir le seigneur du village, dépossédant son frère aîné égocentrique de son héritage. Ce changement de pouvoir pèse lourdement sur son esprit alors qu'il considère les implications pour sa nouvelle famille. La première leçon de Wendelin consiste à combiner la magie d'Alfred avec ses propres capacités, dans le but de synchroniser leur mana. Malgré les assurances d'Alfred quant au potentiel de Wendelin, le jeune apprenti remarque le toucher anormalement froid des mains de son mentor. Pendant ce temps, le père de Wendelin découvre que la boule de cristal a été déplacée et soupçonne l'implication de Wendelin. Cependant, il finit par rejeter l'idée en riant, supposant que son fils est une déception et dépourvu de talent magique. Les jours passent et Wendelin fait des progrès remarquables sous la direction d'Alfred. Maîtrisant de nombreuses techniques avancées de magie, Alfred surprend même la famille de Wendelin en apportant un panier de légumes frais, disant qu'il est allé les chercher lui-même. Ce soir-là, la famille se réunit autour de la table, émerveillée par l'abondance de légumes frais. Le père de Wendelin, avec son humour habituel, le taquine sur l'utilisation de la magie pour acquérir les légumes, son rire remplissant la pièce. Au contraire, le frère aîné de Wendelin reste sombre et anxieux comme d'habitude. Malgré les taquineries, leurs leçons de magie reprennent et les capacités de Wendelin continuent de s'épanouir.
Il apprend à utiliser la magie pour sentir les choses et parvient même à traquer un Oro-Oro, une créature ressemblant à un oiseau extrêmement rare, prouvant la valeur et la compétence de Wendelin. Pendant le repas, Wendelin met Alfred au défi de manger du wasabi. À la grande surprise de Wendelin, Alfred accepte le défi et dévore le wasabi sans broncher, laissant Wendelin bouche bée. Alfred met ensuite Wendelin en garde contre le fait de s'aventurer trop profondément dans les bois et l'avertit des dangers de la forêt enchantée, qui regorge de monstres. Malgré les risques, beaucoup de gens errent dans la forêt à la recherche d'herbes rares et de médicaments, mais la plupart espèrent s'enrichir rapidement grâce à des trésors. Après le souper, Wendelin s'entraîne à manipuler l'eau et se confie à Alfred au sujet de ses soupçons concernant l'espionnage de son frère aîné. Alfred reconnaît la peur du frère de Wendelin concernant ses droits d'héritage et demande à Wendelin s'il désire devenir un seigneur. Cependant, Wendelin exprime sa réticence, préférant ne pas s'encombrer de telles responsabilités. Alfred suggère alors à Wendelin d'envisager la voie d'un aventurier, à l'image de son propre parcours. Soudain, une aura sombre commence à envelopper le bras d'Alfred, lui causant une douleur intense. Il réalise qu'il a encore besoin de temps pour surmonter cette épreuve. Plus tard, Wendelin partage son aspiration de devenir aventurier avec sa famille. Cependant, son père anéantit ses rêves, invoquant des contraintes financières qui les empêchent d'envoyer Wendelin à l'Académie des aventuriers. Le lendemain, Alfred s'assoit avec Wendelin et lui explique que l'Académie des aventuriers est située à Branchburg, un centre commercial animé où même les enfants peuvent rejoindre des guildes et vendre des objets de chasse contre de l'argent réel. L'enthousiasme de Wendelin monte en flèche à la perspective de gagner assez d'argent pour financer ses études. Cependant, pour être admis, il doit d'abord maîtriser le sort de voyage pour voler. Alfred démontre le sort en soulevant Wendelin haut dans le ciel, lui montrant une vue imprenable sur le monde en contrebas. Cette nuit-là, une aura sombre et menaçante revient, enveloppant tout le corps d'Alfred et lui causant une douleur atroce. Le lendemain, pendant qu'il s'entraîne au sort de vol, Alfred informe Wendelin que leur entraînement se terminera bientôt. Wendelin a fait des progrès remarquables et est maintenant jugé prêt à entreprendre son voyage. Lors d'un repas du soir à la maison, leur père raconte une histoire effrayante des morts murmurants dans la forêt voisine, une créature morte vivante dotée d'intelligence. Wendelin réalise soudain qu'Alfred est l'un de ces êtres et se précipite à sa recherche. Alfred révèle sa vérité à Wendelin. Il est devenu l'un des morts murmurants il y a 5 ans. Le fils aîné du duc précédent est tombé malade, ce qui a incité le duc à se rendre dans la forêt enchantée à la recherche d'un remède. Alfred l'accompagnait pour le protéger, mais ils étaient en infériorité numérique face à une armée de 2000 monstres. Épuisé et dépassé, Alfred éprouva un profond regret qui le transforma en une mort murmurante. Cependant, ces créatures passent à autre chose lorsque leurs souhaits sont exaucés. Le souhait d'Alfred était de transmettre ses connaissances magiques, un objectif qu'il a accompli. Comme test final, Alfred ordonne à Wendelin d'utiliser la magie sacrée et de le purifier, mettant ainsi fin à son existence. D'abord réticent, Wendelin finit par accepter d'honorer les souhaits d'Alfred. En larmes, il suit les instructions de son maître et le purifie, le regardant disparaître dans le néant. Les années passent, et un Wendelin plus jeune, armé de ses capacités magiques et de ses nouvelles connaissances, quitte sa maison avec ses affaires, se lançant dans son voyage pour devenir un aventurier. En arrivant à l'Académie des aventuriers, Wendelin est rempli d'espoir, désireux de se faire de nouveaux amis et d'entamer son nouveau voyage. L'Académie bourdonne d'étudiants de tous horizons, chacun exhibant ses capacités magiques uniques. Louise Jolland Aurelia Overweg, la 3e fille fougueuse de la famille Overweg, démontre ses prouesses avec des points magiques, tandis qu'Ina Suzanne Hillenbrand, la 3e fille pleine d'entrain de la famille Hillenbrand, excelle avec la lance. Alors que Wendelin attend nerveusement que quelqu'un l'approche, son tour de se présenter arrive. À son grand regret, la pièce se tait lorsqu'il partage son nom, révélant qu'il est le seul étudiant en magie boursier. Malgré cela, ses capacités magiques sont déjà à égalité avec celles des aventuriers de première classe. Ensuite, le professeur distribue des feuilles de papier, demandant aux étudiants de former des groupes car l'entraînement commence le mois suivant. Wendelin se sent seul et isolé pendant le déjeuner, ressentant le poids de son statut solitaire au milieu du bonheur de ses camarades. Seul,
Wendelin voit sa solitude interrompue lorsque Louise croise son regard et lui fait signe de rejoindre un jeune épéiste nommé Erwin von Arnhem. Erwin, le 5e fils plein d'entrain de sa famille, est intrigué par les prouesses magiques évidentes de Wendelin, ce qui l'incite à rejoindre leur groupe. En classe, le professeur souligne l'importance du travail d'équipe pour gagner de l'argent grâce à la chasse. Erwin élabore un plan avec les filles, proposant qu'elles surpassent Wendelin en rapportant plus de gibier pour l'impressionner. Le jour de l'échange, le groupe à la hache présente fièrement un sanglier imposant. Cependant, le groupe d'Erwin vole la vedette en présentant 3 sangliers de taille respectable. Dans le but de faire une impression durable sur Wendelin, Wendelin entre en scène les mains vides, mais surprend bientôt tout le monde en sortant divers animaux sauvages de son sac magique. L'étonnante démonstration des prouesses magiques de Wendelin envoie des ondes de choc à travers les autres groupes, les forçant à reculer, y compris l'arrogant groupe maniant la hache, qui ne peut s'empêcher de se sentir dépassé. Quand Wendelin reçoit ses gains, il invite les autres à se joindre à lui pour un repas, mais se retrouve seul, l'espace vide autour de lui faisant écho à sa solitude. Cette nuit-là, Erwin et les filles se confinent sur leurs origines familiales, révélant comment la pauvreté a limité leurs opportunités. Dans leur famille, seuls les aînés ont droit à l'éducation et à l'héritage des terres, ce qui les décourage et les démotive de poursuivre leurs rêves. Frustrés par l'injustice, Ina plaide avec passion pour qu'ils se battent pour leurs aspirations, tandis que Louise offre une lueur d'espoir, les encourageant à utiliser leur magie limitée pour améliorer leurs capacités physiques. Déterminés, ils décident de chasser plus d'animaux pour attirer l'attention de Wendelin. Le lendemain, ils s'aventurent profondément dans la forêt enchantée à la recherche de meilleures proies, mais se retrouvent encerclés par une meute de loups sauvages. Erwin est blessé dans l'escarmouche, mais Wendelin, utilisant ses capacités de détection magique, sent leur détresse et se précipite à leur secours à l'infirmerie. Après la rencontre avec les loups, Erwin et son groupe s'excusent auprès de Wendelin, se sentant indigne de faire partie de son groupe. Cependant, Wendelin exprime son désir de faire partie de leur équipe, les assurant que les deux parties se sont utilisées pour un bénéfice mutuel. Peu après, le professeur fait une annonce excitante. Le duc de Blycroder a étendu une invitation à tous les étudiants de l'académie pour une grande fête. L'excitation remplit l'air alors que les étudiants attendent l'événement avec impatience. Cependant, le groupe maniant la hache tente de saper la valeur de Wendelin, suggérant que la fête n'est qu'un stratagème pour présenter le duc à lui, ignorant l'importance des autres étudiants, malgré les tentatives de diminuer sa valeur. Wendelin, avec le groupe d'Erwin et les autres étudiants, se préparent pour la grande affaire, se vêtant de leurs plus beaux atours. Lors de l'événement, le duc se présente comme Matthias Fredag von Blycroder et demande la compagnie de Wendelin. Wendelin accepte, mais seulement à condition que son groupe puisse l'accompagner, pointant vers Erwin et les filles, qui sont déconcertés par ces demandes inattendues, alors qu'ils entrent dans le Poisson dans le manoir du duc. Ils sont accueillis par le magicien de la cour, Brandtag Ringstad, qui reconnaît instantanément Wendelin comme un disciple d'Alfred grâce à son sac magique. Brandtag révèle qu'il a pu suivre la magie d'Alfred, mais qu'elle a disparu il y a 7 ans. Après avoir confirmé son statut, Wendelin révèle que le sac contient les affaires des hommes qui s'étaient aventurés avec Alfred, et il exprime son désir de les rendre. Plus tard, à l'extérieur du palais, Erwin et les filles réfléchissent aux expériences de Wendelin. À leur grande surprise, il apparaît et elles avouent leurs intentions initiales de l'utiliser. Cependant, Wendelin souligne que les deux parties avaient leurs raisons et qu'ils souhaitent sincèrement former un groupe avec elle. Elles acceptent son offre, réalisant la sincérité de ses paroles. Soudain, Amadeus et Brandtag s'approchent, informant Wendelin qu'en reconnaissance de son geste, ils recevront une somme d'argent importante et qu'il héritera de l'auberge de son maître. Finalement, Wendelin se retrouve à dîner seul dans le grand manoir, songeant à son désir de partager sa nouvelle richesse. Il contemple la liste des noms des membres de son groupe, chérissant les amitiés qu'il a nouées et impatient des aventures qui l'attendent. Wendelin décide d'emmener les membres de son groupe à la cérémonie de mariage des riches, qui doit avoir lieu pendant les vacances d'été de l'académie. Ils voyagent à bord d'un dirigeable magique avec Brandtag, qui leur sert de guide et se rend dans la capitale.
Pendant le voyage, Louise s'habille de façon extravagante, espérant attirer l'attention d'un noble au mariage. Cependant, elle trébuche et s'appuie sur Erwin, qui agrippe nerveusement une barre. Craignant la possibilité que le vaisseau s'écrase, Brantag apparaît sur le vaisseau pour faire rapport sur la situation de leur domaine, rassurant Louise sur le fait que les vaisseaux magiques sont sûrs. Cependant, il mentionne la menace potentielle d'un dragon géant, et soudain, une version morte-vivante d'un ancien dragon les encercle. Un dragon squelettique émerge et attaque le navire, semant la panique parmi les passagers. Le capitaine les assure que Brantag va s'occuper de la situation. Mais Brantag explique qu'il ne peut pas utiliser la magie sacrée contre le dragon. Au lieu de cela, il ordonne à Wendelin de relever le défi pendant qu'il protège le navire. Wendelin accepte le défi et affronte le dragon. Utilisant sa magie sacrée pour le vaincre avec les conseils de Brantag, il place les os du dragon, y compris un joyau rouge de sa poitrine, dans le sac sacré. De retour sur le navire, Wendelin exprime son désir de faire un achat dans la capitale. Cependant, Erutirio, un marchand ami de Brantag avec une influence politique, arrive et explique qu'il pourrait être compliqué pour lui de faire un tel achat. À leur arrivée dans la capitale, les étudiants sont impatients de faire du shopping. Brantag s'excuse et s'en va, laissant Erutirio responsable. Soudain, une armée approche, et un chevalier exprime sa gratitude à Wendelin pour sa bravoure en terrassant le dragon. Il informe Wendelin que le roi attend sa présence avec impatience. Ils sont rapidement escortés jusqu'à une calèche qui les transporte au château. Une fois arrivés, les autres étudiants partent rendre visite à Eric, laissant Wendelin et Erutirio seuls. Dans les grandes salles du château, le roi exprime sa sincère gratitude à Wendelin, lui accordant le titre prestigieux de baronnet, ainsi que la médaille du dragon jumeau. Wendelin promet solennellement sa loyauté au roi dans le cadre de la cérémonie. Pendant ce temps, à la résidence d'Eric, Brantag discute du nouveau statut de Wendelin avec les autres étudiants. Il explique qu'au sein de la lignée Ballmeister, le rang le plus élevé atteint est celui de chevalier, ce qui signifie que Wendelin dirige maintenant une nouvelle branche familiale. Les étudiants ressentent une pointe de tristesse, craignant que cette nouvelle responsabilité n'entrave les aventures de Wendelin. Cependant, Brantag les rassure, expliquant que sans aucun domaine foncier, Wendelin reste libre de poursuivre ses aventures, ce qui leur remonte le moral. De retour au château, le processus de vente des actifs commence, ce qui conduit à un désaccord sur la juste part de Wendelin dans le produit de la vente. Lord Marshal Edgar et Lord Commissioner Ruckner négocient la valeur des os de dragon et des pierres magiques. Cependant, le cardinal Hohenheim intervient, révélant le statut honoré de Wendelin en tant qu'émissaire de la lumière, ce qui résout rapidement le différend. Araterio ajoute que le cardinal est un individu avisé qui anticiperait des faveurs en retour de son soutien. En quittant le château, Wendelin rencontre un homme qui tente de le recruter comme officier, mais il est arrêté par les gardes du royaume. Araterio lui conseille de s'habituer à cette attention, car son titre de baronnet attirera de nombreuses offres d'emploi et demandes en mariage, ce qui peut être épuisant. Le lendemain, c'est le mariage d'Erich, où Wendelin rencontre ses frères Erich, Paul et Helmut. Eric révèle que leur famille n'a pas encore reçu de cadeau de mariage, car ils n'ont pas les fonds nécessaires pour un présent extravagant. De plus, la famille Baumeister est vassale du duc de Blakeroder, qui est censé fournir une aide financière. Cependant, les Baumeister sont incapables de rembourser leurs dettes au duc, éprouvant de l'empathie pour son frère. Wendelin propose de fournir les cadeaux de mariage, bien qu'il trouve les responsabilités de la noblesse pesantes et accablantes. Plus tard, Araterio présente à Wendelin un pot de riz fondu avec du koji, supposant que Wendelin a l'intention de l'échanger. Cependant, Wendelin surprend tout le monde en les téléportant chez lui, déclarant que c'est leur nouvelle résidence. Il leur apprend ensuite à préparer du miso en utilisant le koji, alors qu'ils savourent le délicieux miso. Wendelin se remémore ses jours en tant qu'employé de bureau. Réfléchissant à la distinction entre la fermentation et la putréfaction, la journée se termine avec Wendelin servant joyeusement sa famille et ses amis. La scène se déplace vers le cardinal Hohenheim, qui convoque sa petite-fille Élise et l'informe qu'il a choisi son futur mari. Une fois la cérémonie religieuse terminée, le cardinal Hohenheim invite Wendelin à offrir un gage de gratitude. Suite à cela,
Elise Katharina von Hohenheim, la petite-fille du cardinal, entre et se présente. Wendelin remarque ses capacités magiques, en particulier son expertise en magie de guérison sacrée, qui lui a valu le titre de Sainte Hohenheim dans la ville. Étonnamment, le cardinal révèle son désir de voir Elise se marier. Mentionnant ses nombreux prétendants, Wendelin suggère en plaisantant de se joindre à eux. Mais le cardinal prend cela au sérieux et arrange rapidement leurs fiançailles, démontrant ainsi son sens politique. Plus tard, le cardinal discute des fiançailles avec son majordome, révélant qu'il avait déjà obtenu l'approbation du roi. Il reconnaît également le cadeau important de Wendelin, indiquant sa compréhension de l'influence de l'Église. Pendant ce temps, Wendelin, déguisé en bouffon, partage la nouvelle de ses fiançailles avec ses amis. Il réalise que les mariages romantiques n'existent pas pour les nobles et que, parmi eux, les mariages d'amour sont rares. La femme de son frère l'aide avec son costume de clown, alors que Wendelin se rend dans les rues sous son déguisement de bouffon pour éviter d'être reconnu. Le pauvre garçon, au cœur brisé, souhaite simplement voir les curiosités de la capitale sans être dérangé. Cependant, un lancier le remarque et l'identifie, ce qui provoque une agitation. Les gens commencent à le reconnaître et une foule se rassemble à son grand désarroi. Pour échapper à cette foule, il se téléporte. De retour à leur auberge, Wendelin se plaint auprès d'Erwin et d'Erich d'avoir été reconnu. Erwin lui suggère de l'embaucher comme garde du corps, ce qu'il accepte. Faisant de lui son homme de main, Wendelin se téléporte ensuite chez le cardinal où il rencontre Élise. Il va sur le toit pour avoir une conversation privée afin de mieux la connaître. En réalité, il veut lui demander son avis sur leur fiançailles car il ne veut pas rester coincé dans un mariage malheureux toute sa vie. Heureusement, quand il lui demande son consentement, elle lui dit qu'elle est très contente de cet arrangement, ce qui le satisfait. Le soir, de retour au manoir de Wendelin, il informe les filles de son nouveau travail, ce qui suscite leur intérêt à être embauchées également. Cependant, Erwin les taquine en leur disant qu'elles deviendraient ses subordonnées, ce qu'elles refusent catégoriquement. Au lieu de cela, elle suggère en plaisantant de devenir les concubines de Wendelin. Louise commence à dessiner des vêtements, expliquant à Ina que devenir la concubine de Wendelin pourrait lui offrir des opportunités de créer une école et d'obtenir la reconnaissance de sa famille. Inspirée par cela, Ina se joint à la discussion. En entendant la discussion des filles sur les vêtements, Wendelin reçoit une invitation à un rendez-vous avec Élise. Le lendemain, ils déjeunent ensemble, et après leur pas, le majordome suggère qu'en tant que gentleman, Wendelin devrait envisager d'offrir un cadeau à Élise. Gênée, Wendelin accepte, et ils visitent une bijouterie pour regarder des bagues de fiançailles. Wendelin est décontenancé par les prix élevés, mais après mûre réflexion, il choisit une bague de fiançailles spécialement conçue avec une pierre magique. Au prix de 300 pièces d'or, pendant le trajet en calèche, Élise suppose que Wendelin a choisi la bague parce qu'elle lui permet de stocker du mana dans la pierre. Cependant, Wendelin la taquine en disant qu'il l'a choisie parce qu'il pensait qu'elle était parfaite pour elle. Flattée par sa sincérité, Élise est touchée lorsque Wendelin infuse la pierre de mana, la faisant briller et révélant l'univers à l'intérieur. Pendant ce temps, le cardinal demande l'avis de son majordome sur Wendelin. Le majordome, sans détour, remarque que Wendelin a traité Élise comme une fille ordinaire et qu'ils ne peuvent pas prédire ses pensées, alors que la journée touche à sa fin. Wendelin, un homme de la classe ouvrière dans l'âme, se dit que le déjeuner aurait été bien meilleur avec de la sauce soja. À leur manoir, le groupe discute de sa stratégie, nommée Opération Séduction de concubines, qu'ils prévoient de reprendre à leur retour à l'académie, y voyant une occasion opportune car Élise est dans la capitale. Pendant ce temps, une jeune fille entre et profite de l'occasion pour se renseigner sur Wendelin auprès de ses amis. Alors que Wendelin lui-même reçoit une tâche du roi, maîtriser un autre dragon, considérant cela comme une corvée de domestique. Ailleurs, un chevalier explique la situation désespérée du royaume. Les ressources sont insuffisantes, et pourtant, ils doivent affronter un dragon ancestral. Seuls les mages peuvent résister au souffle ardent du dragon, et ils sont rejoints par Armstrong, le magicien du palais, un mage grand, musclé et enthousiaste, qui jure de vaincre rapidement le dragon ancestral. Ils s'envolent vers la garnison militaire à la frontière de la prairie de Palkenia. Pendant ce temps, Eric explique que pendant que Wendelin va vaincre le dragon, son armée doit gérer des monstres déchaînés. Comme il manque d'un commandant officiel, il nomme Erwin,
le fidèle de Wendelin, pour les diriger, tandis que Wendelin s'occupe du dragon. On a découvert que le palais l'avait intentionnellement choisi pour cette tâche afin d'éviter de lui accorder de vastes terres en récompense. En tant que noble de robe, les récompenses seront réglées avec des médailles et de l'argent. Alors que plusieurs hommes arrivent à la porte, prêts pour la bataille, Erwin les conduit nerveusement sur le champ de bataille. Alors que la nuit tombe, Louise, Ina et Erwin ressentent le poids de l'attente de leur premier combat contre les monstres. Leur anxiété s'intensifie quand Élise arrive à l'improviste. Il s'avère qu'ils l'ont convoquée pour aider aux soins, mais elle est attristée d'apprendre que Wendelin est partie affronter le dragon. Le lendemain matin, Armstrong, Brantak et Wendelin arrivent sur le champ de bataille. Armstrong revêt une armure magique et engage le dragon, le maîtrisant rapidement. Cependant, l'armure draine sa magie rapidement, ce qui pose un risque s'il l'épuise entièrement. Par conséquent, il se concentre sur la maîtrise du dragon, permettant à Wendelin de porter le coup final. D'un coup décisif, il vainc le dragon, et Wendelin stocke ses restes dans son sac magique. Brantak suggère de vendre les parties du dragon, mais Wendelin et Armstrong le mettent en garde contre la menace imminente d'autres monstres. Pendant ce temps, les garçons prennent leur petit déjeuner avec Élise lorsqu'un soldat arrive avec des nouvelles de la victoire de Wendelin sur le dragon, et les soldats se préparent à rentrer, bien que soulagés. Leur joie est de courte durée, car ils apprennent le nombre écrasant de monstres sur les lignes de front. Quand le mana d'Élise diminue, elle le reconstitue en utilisant la gemme de sa bague, réfléchissant à l'affirmation antérieure de Wendelin selon laquelle il prétendait être un héros. Elle réalise que s'il peut trouver du courage, elle le peut aussi, même dans les moments de mana épuisés, tout en s'occupant des médicaments. Élise écoute les soldats louer Wendelin, en disant beaucoup de bien de lui. Un matin, un soldat arrive au camp en mentionnant le nom de famille de Wendelin, ce qui panique Élise, qui se précipite pour le voir. Cependant, elle découvre que c'est son frère, épuisé au sol. Soudain, Wendelin apparaît à ses côtés, et la surprise la fait s'évanouir. Quand elle reprend conscience, Wendelin lui assure que tout a été un succès. Grâce à ce qu'il a entendu dire d'elle à son sujet, elle avoue qu'elle sait qu'il n'est pas un héros, ce qui lui vaut un sourire. Quelques instants plus tard, Armstrong, surexcité, se précipite pour embrasser Élise, révélant qu'il est son oncle. Finalement, tout le monde déménage au manoir de la capitale. Les filles craignent que le plan ne soit en crise, car Élise va vivre avec Wendelin. Quand Élise rend visite à Wendelin, elle suppose qu'il est déjà fiancé à Louise et Ina. Cependant, Wendelin lui demande si elle est d'accord avec l'idée des concubines, ce à quoi elle répond positivement. Soudain, Louise et Ina expriment leur désir de l'épouser, et il accepte, alors que le jour du mariage d'Helmut approche. Les frères profondément religieux de Wendelin lui rappellent que la nation surveille de près ses actions. Ils mentionnent un tournoi à venir, où il devra compter uniquement sur ses compétences à l'épée, sans aucune aide magique. Cette nouvelle inquiète Wendelin, car il a l'habitude de compter sur la magie et est fondamentalement inutile sans elle. Pendant leur séance d'entraînement, la capacité des filles à améliorer leur capacité avec la magie les aide à vaincre Erwin, qui réagit de manière dramatique. Il remarque Wendelin qui vole au-dessus d'eux, et Ina mentionne sa rencontre avec le cardinal plus tard. Dans une conversation avec Brantak ensuite, les garçons discutent des détails du tournoi. Brantak souligne l'importance de gagner pour éviter l'embarras. Il suggère aux filles de s'entraîner sans magie, et Erwin réalise qu'il doit se surpasser après le doux avertissement de Brantak. Pendant le dîner, ils apprennent que Warren, le précédent vainqueur du tournoi, ne participera pas cette fois. Wendelin se sent mieux en sachant cela, car son objectif principal est d'éviter de se sentir embarrassé pendant le tournoi. Brantak annonce qu'Élise rejoindra leur groupe d'aventuriers, ce qui réjouit tout le monde, même si elle ne participera pas au tournoi. Erwin, cependant, se sent mal à l'aise étant le seul membre sans capacité magique. Wendelin les surprend en déclarant sa détermination à gagner le tournoi. Le lendemain, ils s'entraînent tous avec acharnement, Erwin étant particulièrement concentré sur le fait de se démarquer. Pendant une pause déjeuner, Wendelin lâche une bombe. Warren participera bel et bien, car le roi veut qu'il gagne pour remplir une condition d'enseignement. Cette nouvelle ajoute à l'anxiété d'Erwin, le poussant à demander si Wendelin le renverrait du groupe s'il perd. Wendelin le rassure, révélant qu'Élise s'entraîne aussi en secret par peur de décevoir.
ce qui aide Erwin à réaliser que même ceux qui ont de la magie peuvent se sentir nerveux. Il s'excuse auprès des filles et reprend l'entraînement. Le jour du tournoi arrive. Élise surprend les garçons avec de la nourriture, tandis que Wendelin, épuisé, s'endort debout. Quand son tour de combattre Warren arrive, il rassemble son courage, sachant qu'il doit faire de son mieux malgré le redoutable adversaire. Warren assène un coup dévastateur à Wendelin, le laissant tituber vers Brentak et Armstrong, qui sont plus spectateurs que supporters à ce stade. Après le retour de Louise, qui a failli se qualifier pour les préliminaires, Ina se retrouve face à Rodrich, un utilisateur de lance obstinément têtu, obsédé par Wendelin et une recrue potentielle pour son groupe. À son grand étonnement, elle perd malheureusement et rejoint Wendelin et Louise, partageant des informations sur Rodrich, un marchand et comptable compétent, remarquant que Wendelin s'assoupit. Élise s'excuse pour son absence, révélant son rôle surprenant de chef cuisinier pour le repas. Pendant ce temps, Erwin se qualifie pour la finale, se préparant à défier Warren, bien qu'il manque de prouesse magique. Les filles conseillent à Erwin de reconsidérer, craignant qu'il ne soit surpassé. Cependant, Erwin est résolu, inspiré par les notes encourageantes laissées par Wendelin sur leur repas. Avec un nouveau sentiment de confiance, il prend une bouchée de la nourriture et décide de participer pour ne pas décevoir son ami. Plus tard, nous voyons Warren entraîner Erwin et Ina aux côtés de Rodrich, laissant présager leur succès futur. Pendant ce temps, Wendelin rejoint Louise alors qu'ils se préparent à s'entraîner avec Armstrong, leur instructeur en arts martiaux. Alors que le temps passe, les déclarations fiscales arrivent pour le père de Wendelin, qui les transmet rapidement à Kurt. Pendant cette période, la femme de Kurt et son fils Karl lui rendent visite, mentionnant l'intérêt de quelqu'un à discuter de Wendelin, ce qui met Kurt en colère. Plus tard, il reçoit une lettre anonyme lue par sa femme, révélant que Wendelin explore actuellement d'anciennes ruines. Pendant ce temps, Wendelin et ses amis se réjouissent car 3 ans se sont écoulés rapidement, marquant leur transition vers l'âge adulte et la libération des obligations nobles. Ils ont embrassé la vie d'aventuriers et se lancent dans leur mission inaugurale, libérer des liens aristocratiques. Cependant, leur enthousiasme est tempéré lorsque Brentak arrive avec une lettre du roi, chargeant Wendelin d'une expédition vers d'anciennes ruines, un écho inattendu de leur passé. En route vers les ruines, ils s'enquièrent de la présence de Brentak, apprenant que le roi l'a chargé de superviser leur voyage. Étant donné que des aventuriers n'en sont jamais revenus, des soupçons pèsent sur la présence d'un dragon. Fidèles à leur surnom, les pourfendeurs de dragons, ils se sentent obligés d'enquêter. S'aventurant plus profondément dans les ruines antiques, ils activent involontairement un piège magique ingénieux, provenant d'une civilisation oubliée depuis longtemps. En un instant, ils se retrouvent transportés dans les profondeurs des ruines, accueillis par une inscription avec un message cryptique et inversé. Brentak, leur guide, leur explique la situation désespérée. Ils doivent remonter à travers les ruines labyrinthiques pour s'échapper. Cependant, leur manque de familiarité avec les environs rend la téléportation inutile, ne leur laissant d'autre choix que de se lancer dans une ascension difficile. Empruntant un escalier en colimaçon, ils finissent par arriver dans un couloir faiblement éclairé menant à une vaste chambre remplie de golems, gardiens de pierre animés des ruines antiques. Alors que la porte se referme derrière eux, les golems s'animent, leur mouvement mécanique signalant une attaque imminente. Mené par Wendelin, le groupe organise une vaillante défense, veillant à ce qu'il conserve ses réserves magiques pour les épreuves à venir. Au milieu du chaos, ils tombent sur les restes squelettiques d'anciens aventuriers, un sombre rappel des dangers qui les attendent. Leur voyage continue alors qu'ils avancent, rencontrant d'autres golems en empruntant un autre escalier. Pendant ce temps, à la cour royale, le roi s'entretient avec Armstrong, exprimant une inquiétude croissante face à l'absence prolongée de Wendelin et à la propagation rapide de fausses rumeurs à son sujet. Des sourires maléfiques d'un groupe de courtisans laissant entrevoir une intention malveillante envers les partisans de Wendelin. Le baron Ruckner apparaît comme le cerveau de la tromperie, complotant pour élever les enfants de Kurt comme héritiers en orchestrant la chute de Wendelin, au plus profond des ruines. Le groupe persévère, engagé dans une bataille acharnée contre les golems, leur endurance mise à l'épreuve alors qu'ils se relaient pour se reposer brièvement. Soudain, ils tombent sur une chambre apparemment vide, mais un majestueux dragon de gemmes s'éveille en son centre.
À un moment critique, alors qu'Ina est piégée par les golems et que les réserves magiques d'Elise diminuent, Wendelin élabore un plan pour combiner sa magie avec celle de Brantak. Malgré leurs efforts, ils se retrouvent incapables de surmonter les formidables défenses du dragon, leur mana s'épuisant rapidement, sentant leur situation désespérée. Louise intervient, soignant rapidement Ina avant de lancer un sort de lumière éclatante sur Wendelin. Dans un moment d'intimité inattendue, leurs lèvres se rencontrent dans un baiser, déclenchant une vague de puissance qui leur permet de vaincre le dragon. Épuisés, ils s'effondrent pour se réveiller plus tard dans un lit et leur épreuve est apparemment terminée. Alors qu'ils reprennent conscience, Wendelin surprend les filles en train de discuter du sort non conventionnel d'Elise. Bien qu'ils reconnaissent que le baiser était inutile, ils comprennent le sentiment derrière ses actions. Par la suite, Wendelin et Elise s'aventurent dans une bibliothèque au sein des ruines, où ils retrouvent Brantak. Il les éclaire sur les origines des ruines, révélant qu'elles ont été construites par le comte Hickelberg, un puissant magicien déterminé à sauvegarder son héritage. En explorant davantage, ils rencontrent une collection de navires anciens, servant de noyau magique. En activant un levier, ils déverrouillent une trappe cachée, dévoilant une mystérieuse cachette dissimulée dans les profondeurs des ruines. À leur retour au château, ils commencent à trier leurs découvertes et apprennent que le roi a l'intention d'acheter tout, sauf le cercle magique, que le mage achètera. La somme que le roi offre à chacun d'eux, la somme stupéfiante de 2 millions de pièces d'or, laisse Wendelin stupéfait. Plus tard, Overty et Armstrong, Wendelin partage son plan de quitter la capitale et de partir à l'aventure à Reigburg. Armstrong acquiesce, promettant de démasquer l'individu à l'origine des rumeurs sur Wendelin, bien que surpris par cette révélation. Il apprend d'Armstrong que l'avancement attire souvent l'envie. Le groupe décide collectivement de refuser l'offre de 2 millions de pièces d'or chacun, optant plutôt pour faire don de leurs gains à Armstrong. Par conséquent, Wendelin se retrouve avec une somme considérable de 10 millions de pièces d'or, anticipant que cette richesse nouvelle pourrait entraîner d'autres problèmes. Pendant ce temps, chez le frère du responsable des finances, un rassemblement des détracteurs de Wendelin se réunit en apprenant qu'il a survécu. Alimentés par leur animosité envers lui, ils recommencent à comploter sa disparition. À ce moment précis, une mystérieuse silhouette encapuchonnée est aperçue en train d'observer Wendelin et le groupe. Alors qu'ils apprécient leur repas, ils mentionnent leur intention de laisser le manoir aux soins de quelqu'un de fiable. Réalisant le besoin de loyauté, après quelques délibérations, ils décident d'embaucher Roderick pour le poste, car c'est souvent le gars le plus négligé et ignoré de leur équipe. Ils lui offrent le poste avec un gâteau, et Roderick, se proclamant noble, l'accepte avec empressement. Plus tard, Louise détecte la présence de la silhouette encapuchonnée et alerte les autres. Roderick suggère que Wendelin quitte la capitale pour découvrir la personne à l'origine des rumeurs sur sa mort. Mais Wendelin est déterminée à agir. La silhouette encapuchonnée se révèle être une fille. Par la suite, le groupe se rend à la Guilde de la magie, où leur guide les conduit à Lucas Gotts Beckenbauer, le directeur du laboratoire. Wendelin demande à utiliser le cercle magique de Lucas, qui a la capacité de matérialiser tout ce que l'on imagine. Pendant le processus, Lucas fait une remarque sur les avantages de cette condition, ce qui conduit à un moment gênant pour Wendelin et à la confusion chez les filles. À leur deuxième tentative, ils se dissimulent tous et Wendelin matérialise avec succès l'objet désiré, juste devant eux. Après leur retour au manoir, Wendelin organise un rassemblement rempli de gratitude. Roderick dévoile la source de la rumeur, le frère de l'officier des finances. Cela pousse Wendelin à lancer une enquête. Pendant ce temps, l'observatrice encapuchonnée assiste au festin, y compris au ton créé par magie par Wendelin. Intriguée, elle fait irruption dans le manoir, provoquant une agitation. Malgré les tentatives pour le protéger, elle confronte Wendelin et commence à dévorer la nourriture. Edgar arrive, présentant l'intruse comme Wilma Edel von Asgahan, sa fille, qui s'offre comme garde du corps ou concubine. Brantak clarifie son état, le syndrome du héros, qui augmente sa force comme par magie. Wendelin révèle ensuite son plan de déménager à Brightberg pour chasser, mais Edgar le surprend avec une révélation sur la chasse aux monstres là-bas. Le duc approche également Wendelin avec une requête. La scène passe à la femme de Kurt, qui révèle le complot de son beau-frère à son mari. L'avarice de Kurt l'inquiète.
Cependant, elle est surprise de voir Wendelin et les autres enfants devant la fenêtre. La scène se déplace à la maison des parents de Wendelin, où il boit avec déplaisir le fameux thé sans goût qui lui rappelle ses moments de pauvreté. Son père, Sir Arthur, révèle qu'il y a 15 ans, le duc de Blackroder a mené une armée dans la forêt enchantée à la recherche d'un remède magique universel. Malheureusement, ils ont fini par mourir et Alfred Rainford faisait aussi partie de cette armée. Brantag explique que les corps de ces soldats tombés au combat sont maintenant devenus des morts vivants, plus précisément des zombies. Il ajoute que le duc l'a chargé, lui et Wendelin, de purifier tous les morts vivants avant qu'ils ne deviennent des morts vivants supérieurs, comme des liches, car les zombies sont sur leur terre. Arthur a droit à 30% des bénéfices tirés des matériaux des zombies, mais Kurt exige avidement 50% et essaie d'insister pour que les zombies et leurs biens soient laissés dans la forêt au lieu de recevoir des funérailles dignes. Kurt affirme que leurs soldats étaient pauvres et qu'ils avaient déjà célébré leurs funérailles. Il devient clair que Kurt est fou, mais Elise intervient dans la conversation et dit qu'elle sera plus qu'heureuse d'aider à organiser à nouveau les funérailles après la purification. Kurt, agacé, la provoque en disant qu'elle fait tout cela pour la gloire. En entendant cela, Erwin perd patience et crie à Kurt d'arrêter toutes ces bêtises. Une dispute éclate entre eux, mais Wendelin calme tout le monde et accepte humblement le marché de son frère. Cependant, les filles sont furieuses de l'attitude de Kurt et elles défendent Wendelin en disant à Kurt que même s'il est le frère cadet, il est toujours baron. Cela met Kurt encore plus en colère et Wendelin remarque le changement chez son frère. Plus tard, Kurt commence à donner des ordres aux villageois pour qu'ils travaillent, mais il s'enquiert de Wendelin et de son travail de purification de leurs proches. Un vieil homme dit qu'il veut que le tueur de dragons purifie son fils décédé, mais Kurt ne montre aucune émotion. Il se met en colère et son assistant annonce que Wendelin n'est qu'un aventurier et qu'il ne restera pas longtemps dans la ville. La scène se déplace ensuite chez Kurt où Marlene, la femme d'Ehrman, a préparé une tarte pour montrer son soutien à Wendelin. Elle lui dit que son grand-père est aussi un mort-vivant et il promet de lui rendre ses biens. Elle suggère alors qu'il devienne le seigneur du domaine, ce qui effraie Ehrman car Kurt déteste Wendelin. Wendelin réalise l'animosité et la jalousie de Kurt envers son succès et il est détesté par les serviteurs et les villageois, qui préféreraient que Wendelin hérite de la seigneurie. Le jour suivant marque le début des efforts de purification, ce qui provoque l'émergence des esprits avec l'aide d'Elisa. Wendelin étend la portée de la purification, construisant une barrière qui nettoie automatiquement tous les morts vivants qui la traversent. Malgré leurs efforts, le grand-père de Marlene reste insaisissable parmi les esprits. Soudain, une vouivre et un dragon se matérialisent, incitant Wilma à les tuer avec sa hache, facilitant ainsi leur purification. Alors que de plus en plus de monstres font surface, le groupe les engage au combat, purifiant systématiquement chacun d'eux. Finalement, ils affrontent le grand-père de Marlene, maintenant transformé en un lécheur. Il s'enquiert de sa petite fille et Wendelin lui assure qu'elle est en sécurité avec une personne attentionnée. Cette assurance le rassure et Elise procède à sa purification, lui permettant de retourner au village. Après avoir livré les armures aux villageois, ils expriment leur gratitude. Cependant, l'ego fragile de Kurt le pousse à intervenir, insistant pour qu'il remette les armures aux forgerons en raison de la pénurie de fer dans le domaine. Les villageois protestent, souhaitant honorer leurs défunts en utilisant l'armure pour leurs funérailles. Wendelin intervient, déjouant les tentatives de Kurt de s'emparer des armures en lui offrant à la place un gros bloc de fer. Ce geste frustre Kurt et les villageois apprécient l'intervention de Wendelin. Les villageois commencent à le considérer comme un chef potentiel pour le domaine. À son retour au domaine du duc, Wendelin reçoit l'ordre de retourner au village pour superviser le tri des biens des villageois avant de les remettre. Au village, des funérailles ont lieu, avec Élise menant les prières. Bientôt, des discussions surgissent au sujet de l'absence de Kurt et le maire. Sous le nom de Mike Falls, écoute les conversations des villageois. Alors que les villageois se rassemblent, le groupe les divertit, attirant l'attention du maire, qui aborde plus tard Wendelin avec une proposition de devenir le seigneur du domaine. Il révèle que cette décision est conforme aux souhaits du palais. L'arrivée de Brantag confirme l'approbation du palais de Wendelin en tant que seigneur des terres.
Pendant ce temps, la scène se déplace vers le roi se promenant avec ses alliés, parlant d'une succession potentielle concernant Wendelin, Monen Tezimreudupo Entoatiti. Brentag prend Wendelin à part pour une conversation privée, se penchant sur l'histoire de la région marquée par une mauvaise direction, caractérisée par l'incompétence et la corruption, illustrée par le comportement atroce de Kurt. Pour rectifier cette situation, le roi a conçu un plan secret avec ses conseillers de confiance. Leur but est d'attirer Kurt dans une attaque contre Wendelin, entraînant son arrestation et sa démission subséquente, ouvrant ainsi la voie à l'ascension de Wendelin à la seigneurie. L'implication du duc dans la mission de purification des morts vivants a opportunément servi de diversion pour exécuter ce stratagème. Lorsque Wendelin interroge Brentag sur la divulgation tardive de ce plan, Brentag le rassure, affirmant que le résultat serait resté inchangé, quelle que soit la connaissance préalable de Wendelin. Wendelin exprime son inquiétude quant au danger potentiel du plan, mais Brentag le rassure, expliquant qu'il a surveillé la situation avec vigilance et qu'il s'est même abstenu de boire pendant quelques jours pour maintenir une concentration maximale. Malgré ses doutes persistants quant à l'assomption du rôle de seigneur, Wendelin reconnaît les arguments de Brentag concernant sa capacité d'influence, son pouvoir et ses ressources financières, concédant qu'il est peut-être en effet le candidat le plus approprié pour diriger le développement de la région. Le lendemain, Wendelin parle du plan du palais à ses amis. Il le voit d'un bon œil et l'encourage à accepter les ordres sans trop réfléchir, comme il le fait habituellement. Peu après, Amélie et ses fils rendent visite à Wendelin qui, avec son charme habituel d'oncle magicien, les divertit avec des tours comme la création de boules d'eau et de mini-arcs-en-ciel. Observant l'innocence des enfants, ses amis expriment leur pitié, sachant qu'une fois leur père destitué, ils pourraient perdre leur titre de noblesse et peut-être même être exilés. Plus tard dans la nuit, Wendelin et ses amis dînent avec Hermann lorsqu'ils sont surpris par des cris à l'extérieur. Enquêtant, ils trouvent un groupe de villageois mécontents en route vers le seigneur actuel, l'exhortant à nommer Wendelin comme son héritier. Sans se soucier de s'attirer des ennuis, ils montrent qu'ils ne sont pas contents de la façon dont Kurt gouverne injustement. Voyant leur sérieux, Wendelin leur demande du temps pour régler le problème. Il les surprend en disant qu'il va rester plus longtemps, alors que les gens disaient qu'il partirait bientôt. Brentag découvre que le chef du village est à l'origine des rumeurs et lui parle, lui disant de ne pas se mêler des plans des autres. Brentag reconnaît que le chef a de bonnes intentions, mais lui rappelle que le palais n'aime pas que les gens agissent de leur propre chef. Reconnaissant l'avertissement, le chef du village promet de continuer à veiller sur le village et dit à Brentag de se méfier d'Amélie avant de partir. Alors que Brentag retourne au manoir, il trouve Wendelin plongé dans des réflexions sur le sort potentiel de Kurt après son retrait de son poste. Son esprit gravite vers la possibilité d'un exil pour Kurt, mais Brentag intervient, soulignant que le palais n'hésiterait pas à réduire Kurt au silence de manière permanente. La réalisation pèse lourdement sur Wendelin, qui redoute la perspective de perdre son frère. Déterminé à intervenir, il décide d'approcher Kurt le lendemain matin. Dans leur conversation, il propose un arrangement pragmatique. Il offre à Kurt une parcelle de terre en assumant le rôle de seigneur, s'engageant à soutenir financièrement son développement en retour. Considérant cela comme une solution mutuellement bénéfique, Wendelin marque soigneusement les terres non aménagées sur une carte. Cependant, la réaction de Kurt est loin d'être réceptive, rongé par la rage. Il déchire la carte en lambeaux, accusant Wendelin de comploter secrètement pour s'emparer de sa position de prochain seigneur. Malgré le démenti sincère de Wendelin et ses mises en garde concernant le mécontentement croissant de la population, Kurt reste en colère. Il ordonne à Wendelin de partir immédiatement. En sortant des quartiers de Kurt, il rencontre Amélie et ses fils, qui lui demandent une conversation privée. Alors qu'il partage ses inquiétudes avec Amélie, exprimant son désir sincère d'une issue heureuse pour toutes les personnes concernées. Wendelin admet son incertitude quant à la réalisation d'un tel résultat. Elle, à son tour, révèle son unique préoccupation pour la sécurité et le bonheur de ses enfants, expliquant que sa proximité avec Wendelin découle du manque de perspective de son mari. Curieuse du rôle potentiel de Wendelin dans la vie de ses enfants, elle l'interroge sur sa position concernant le fait de devenir un beau-père. En réponse, Wendelin, avec une pointe d'humour, esquive la question en mentionnant ses engagements existants avec diverses femmes.
Suite à ces rencontres avec Kurt et une mêlée, il se retrouve aux prises avec l'incertitude quant à ses prochaines étapes. Cependant, au milieu du bonheur de faire de la maillot avec ses amis, Wendelin décide d'endosser le rôle de seigneur après mûre réflexion. Pourtant, il résout de le faire à ses propres conditions, rejetant les idées préconçues du palais et optant pour une approche unique pour résoudre son dilemme. Déterminé à respecter son vœu de préserver des vies, Wendelin sollicite le soutien indéfectible de ses amis, qui s'engagent solennellement à se tenir à ses côtés, avec leur solidarité soutenant sa résolution. Il se lance dans une mission pour sauvegarder le village. Le jour suivant, se lève avec Wendelin et ses compagnons, transformant un coin du village en un mini-marché animé. Leur étal propose un assortiment de produits, allant de la maillot, tant appréciée, à des vêtements exquis et des bibelots rares provenant exclusivement de la capitale. Les villageois affluent vers leurs boutiques, captivés par la qualité supérieure de leurs produits par rapport aux articles de piètre qualité disponibles ailleurs. Cependant, le succès de l'entreprise de Wendelin suscite le mécontentement des laquais de Kurt, qui supplient leur chef d'intervenir. Pourtant, Kurt se retrouve impuissant face aux formidables capacités magiques de Wendelin, et sa frustration se transforme en une rage impuissante. Alors que les laquais se dispersent, vaincus, Wendelin saisit l'occasion de les affronter, se matérialisant devant eux avec ses amis qui les encerclent, prêts à répondre à leurs griefs. Le lendemain apporte une dure révélation à Kurt lorsqu'il découvre que ses fidèles partisans ont été séduits par l'offre alléchante de son frère. Un voyage payé dans la capitale, l'abandonnant ainsi. Pendant ce temps, Wendelin se rend dans la capitale pour se confier à Roderick, lui révélant sa stratégie pour diminuer l'influence politique de Kurt en séduisant ses partisans. Ensuite, il se lance dans la recherche d'un appartement. Les aspirations de Wendelin vont au-delà des manœuvres politiques. Il imagine une maison paisible pour Amélie et ses 2 fils une fois qu'il aura assumé le titre de seigneur. Quant à Kurt, il prévoit de l'envoyer à l'église, un sanctuaire éloigné de l'emprise du palais, à leur insu. Rukner, nourrissant des intentions malveillantes, complote dans l'ombre. Le complot perfide de Rukner se déroule alors qu'il envoie un messager à Kurt, qui le trouve seul sous la pluie, rongé par des pensées de vengeance après que Wendelin ait corrompu ses laquais. Le messager présente à Kurt un cadeau de son maître, un objet prétendument légendaire connu sous le nom de flûte du dragon, promettant qu'il aidera Kurt à tuer son frère magicien, intrigué par cet acte soudain de générosité de Rukner. Kurt demande au messager de plus amples explications, apprenant ainsi son désir maléfique d'obtenir les droits sur les terres non aménagées. Kurt réalise le potentiel alignement de leurs intérêts et accepte l'offre. Avec détermination, il s'aventure dans la forêt où Wendelin et ses compagnons l'attendent, Kruzish. Alors qu'il s'approche seul, Brentag sent vivement sa nouvelle confiance, laissant entendre qu'il possède quelque chose de précieux, sentant un changement de dynamique. Wendelin choisit d'affronter son frère, déguisant leur rencontre en une simple coïncidence. Cependant, Kurt reconnaît astucieusement la présence des hommes de Wendelin cachés dans les feuillages. Avec une montée d'hostilité, il adresse des insultes sans fondement à Wendelin. Sombrant progressivement dans un comportement erratique, il affirme avec une pointe de folie que, malgré les capacités remarquables de Wendelin, il ne peut hériter de la terre en raison de son rang de 8e fils. Dans une confrontation tendue, Kurt expose la flûte du dragon reçue de Rukner, menaçant de la faire sonner si quiconque ose bouger. Brentag reconnaît immédiatement le statut légendaire de la flûte, comprenant sa capacité à invoquer une armée de dragons, une force que même leur groupe aurait du mal à affronter. Alors que les amis de Wendelin condamnent les actions imprudentes de Kurt, l'avertissant des conséquences désastreuses si les dragons devaient apparaître. Kurt rejette leurs inquiétudes avec un rire moqueur, affirmant que les dragons épargneraient le détenteur de la flûte. Malgré les appels sincères à la raison de Wendelin, Kurt renie sa famille et ses alliés, les qualifiant de traîtres. Il sombre davantage dans la folie, méprisant sans cœur le bien-être de sa femme et de ses enfants, et anticipant avidement la richesse qu'il gagnera grâce à la disparition de Wendelin. Face aux déviations irrémédiables de son frère, la détermination de Wendelin à l'attaquer s'intensifie, mais il se heurte à la menace railleuse de Kurt de sonner la flûte. Cependant, la vantardise de Kurt s'effondre, et il tressaille au dernier moment, se délectant de la peur momentanée de Wendelin. Avec un rire cruel, il célèbre la vue de son frère magicien de génie réduit à la terreur, dans une dernière tentative désespérée.
Il blâme Wendelin pour les morts imminentes, proclamant que leur sang tachera ses mains pour avoir osé concourir à la succession. Avec détermination, il porte la flûte à ses lèvres, prêt à invoquer son pouvoir. Bruntag, saisissant l'instant, lance une attaque surprise sur Kurt, mais à son grand désarroi, la flûte dévie l'attaque, laissant Kurt sourire avec assurance, certain de sa victoire imminente. Alors qu'il souffle dans la flûte, le ciel s'assombrit de façon inquiétante et des esprits fantomatiques émergent du sol. Cependant, à la surprise générale, aucun dragon n'apparaît, les laissant perplexes. Malgré la traîtrise de son frère, Wendelin reste déterminée à l'aider. Mais l'intuition d'Ina la met en garde contre l'approche de Kurt, sentant une aura troublante émanant de lui. Élise aussi détecte l'énergie malveillante émanant des fantômes, faisant réaliser la vérité à Bruntag. Il comprend que Kurt ne possédait pas la légendaire flûte du dragon, mais plutôt la flûte des rancunes, un artefact sinistre capable d'invoquer des esprits vengeurs pour aider son utilisateur dans un assaut suicidaire contre ses ennemis. Kurt, trompé par l'expéditeur de la flûte, avait sans le savoir déchaîné son pouvoir mortel sur lui-même et son environnement, alors qu'il est possédé par les esprits vengeurs. Sa colère envers Wendelin s'intensifie, alimentée par ses propres rancunes profondes qui se mêlent à celles des fantômes. Ses yeux rougeoient de fureur, tandis que les fantômes convergent autour de lui, le transformant en une entité colossale et monstrueuse. Wendelin, paralysée par la peur, regarde avec horreur son frère se transformer en une forme monstrueuse, tandis que Bruntag l'exhorte à utiliser sa magie sacrée pour vaincre rapidement la menace. Cependant, submergé par la terreur, Wendelin se retrouve incapable d'agir, figé sur place. Élise s'avance courageusement, protégeant Wendelin de l'assaut du monstre grâce à sa propre magie. Malgré ses efforts courageux, ses pouvoirs seuls sont insuffisants pour vaincre la formidable créature. Être témoin de la lutte d'Élise ramène Wendelin à la réalité, et il décide de la soutenir dans leur bataille contre l'abomination monstrueuse. Réalisant qu'il n'y a aucun espoir de sauver son frère de l'emprise des esprits vengeurs, Wendelin décide d'accorder à Kurt un départ paisible. Canalisant sa magie sacrée avec celle d'Élise, il amplifie leur puissance combinée, libérant une explosion de lumière qui désintègre l'entité monstrueuse. Au cœur de l'explosion, Kurt, enfermé dans une capsule centrale, est emporté avant de détonner au loin. Alors que la flûte des rancunes tombe au sol, l'âme malveillante de Kurt s'envole, cherchant à se venger de l'homme qui l'a trompé. Pendant ce temps, dans la capitale, Rukner célèbre son triomphe anticipé, croyant que Kurt s'est débarrassé de Wendelin et qu'il a obtenu l'accès aux terres non aménagées convoitées. Ses alliés applaudissent son plan astucieux, mais Rukner reste méfiant quant à la loyauté de Kurt, le considérant comme un simple idiot de campagne. Soudain, l'esprit vengeur de Kurt brise la fenêtre de la pièce, se vengeant de Rukner et de ses associés. Le lendemain, Wendelin arrive dans la capitale et rencontre Rodrich devant les lieux de l'incident. Il apprend les événements horribles qui se sont produits, l'âme de Kurt étant responsable de la mort de Rukner, des invités de la fête et de leur famille entière. Étonnamment, les victimes comprennent 12 familles nobles, ce qui a un impact profond sur le royaume. Bien que les prêtres aient purifié la malveillance de Kurt, la nouvelle du massacre se répand rapidement. Rodrich avertit Wendelin qu'il est désormais dangereux pour Amélie et ses fils de rester dans la capitale, car leur association avec Kurt provoquerait l'animosité de la population. Reconnaissant l'impossibilité d'une vie paisible pour eux dans la capitale, Wendelin décide de les relocaliser ailleurs, regrettant son incapacité à faire plus pour sa belle-sœur. Plus tard, lorsqu'il rencontre Armstrong et Bruntag, il leur révèle qu'Herman a choisi d'héberger Amélie et ses fils au sein de leur famille pour le moment. Réfléchissant à la situation, il exprime sa frustration face à la manipulation égoïste des nobles qui utilisent les autres comme des pions, opérant dans l'ombre. Il maudit Rukner et condamne les nobles alignés sur le roi, les qualifiant tous d'individus égoïstes. Cependant, Bruntag intervient, exhortant Wendelin à s'introspecter et à reconnaître son propre statut de noble. Le poids des mots de Bruntag pèse lourdement sur Wendelin, le plongeant dans un profond état de chagrin qui persiste pendant de nombreux jours. Sentant sa détresse, Élise observe son trouble intérieur et lui offre paix et réconfort, l'assurant qu'il n'est pas responsable des actions des autres. Ces paroles réconfortantes apportent un sentiment de paix au cœur troublé de Wendelin.
l'incitant à rejeter la froideur de ses pairs nobles et à s'engager à devenir un dirigeant compatissant et bienveillant qui accorde la priorité au bien-être de son peuple. Encouragé par le soutien indéfectible d'Élise, il décide de s'engager sur la voie d'un leadership noble, guidé par l'empathie et l'intégrité. Sa détermination renforcée, Wendelin se prépare à rencontrer le roi. Une fois les affaires réglées chez lui, impressionné par sa résolution rapide des morts vivants sur son territoire, le roi le félicite et lui offre la terre en récompense. Reconnaissant en outre l'ampleur du développement de ces vastes terres, le roi offre à Wendelin une récompense supplémentaire et lui demande s'il désire autre chose. En réponse à l'offre du roi, il saisit rapidement l'occasion, proposant d'attribuer 2 titres de nobles vacants à des personnes de son choix en échange de ses efforts pour développer la terre. Cependant, sa proposition se heurte à une forte opposition venant de milieux inattendus. Le premier ministre, le général et même un prêtre s'opposent fermement à la requête de Wendelin, la jugeant audacieuse et inappropriée. Il l'admoneste pour son impolitesse perçue et exige qu'il retire immédiatement sa proposition. Le général va jusqu'à remettre en question l'aptitude de Wendelin à superviser cette vaste étendue de terre, suggérant qu'on lui en retire la moitié. En revanche, le premier ministre soutient que, même si le général a des arrière-pensées, les individus possédant des capacités magiques extraordinaires comme Wendelin sont essentiels au développement de la région. Au milieu de cette querelle grandissante, même le pape intervient avec son opinion, alimentant davantage le débat houleux. Le duc Amadeus finit par se joindre au débat, s'alignant ouvertement sur la cause de Wendelin. Cependant, alors que des exigences égoïstes continuent de se répandre dans la discussion, Armstrong intervient, faisant taire les voix dissidentes et conseillant à Wendelin de retirer sa demande. Étonnamment, il s'avance, proposant de prendre en charge la moitié des terres pour les développer en utilisant la magie. Cependant, le roi rejette sa requête, soulignant l'urgence de développer le territoire et la nécessité pour Wendelin de se concentrer uniquement sur cette tâche. Reconnaissant l'importance capitale du développement des terres, le roi accepte la requête initiale de Wendelin, lui accordant l'autorité de conférer 2 titres de noblesse et de l'élever au rang de comte. Au milieu de la tension, Armstrong signale subtilement son soutien à Wendelin, ce qui provoque un clin d'œil complice entre eux. Bien que le roi surprenne leur échange secret, il poursuit sa décision, reconnaissant le rôle de Wendelin dans le développement du territoire et lui accordant les titres souhaités. De retour chez lui, après avoir reçu sa récompense, Wendelin partage avec Amélie son intention de conférer des titres de noblesse à ses enfants lorsqu'ils seront en âge. Reconnaissante de sa générosité, Amélie lui propose toujours de devenir un beau-père, mais Wendelin décline poliment. Par la suite, il s'immerge dans la tâche de développer son territoire en utilisant la magie, avec Erwin et Rodrich qui l'aident sur le terrain. Alors que Wendelin se repose après avoir dégagé des rochers d'une zone, Rodrich le pousse à s'attaquer à un autre site, l'incitant à faire sauter des rochers pour la construction d'une église. Wendelin apprend bientôt que le pape a l'intention d'établir une église sur son territoire dans le cadre d'un accord négocié avec le roi. De plus, le duc, le général et le premier ministre ont l'intention de construire des maisons de vacances dans la région. Cependant, Wendelin n'a aucune intention de leur céder la terre, car il a l'intention d'y établir une usine de sauce soja. Alors qu'il fait face à un flot de demandes de ses amis, il a l'impression d'être au milieu d'une émission loufoque. Louise et Armstrong débarquent comme une équipe comique, l'entraînant pour leur entraînement habituel. Wilma s'emballe pour une énorme banane comme une enfant dans un magasin de bonbons. Puis Ina intervient avec une demande de course, et Rodrich insiste pour terminer le travail d'abord, ajoutant une touche agitée au chaos existant. Avec tout le monde qui l'assaillit, Wendelin a l'impression d'être pris dans un tourbillon. Décidant d'échapper à cette folie, il rentre déjeuner chez lui, s'asseyant pour un repas qui lui rappelle sa vie passée. Il ne peut s'empêcher de rire de l'absurdité de sa nouvelle vie de noble. Après tout, qui aurait cru qu'être le 8e fils d'un noble pauvre s'accompagnerait d'une bande d'amis aussi dingues dans des situations hilarantes? Et cela met fin à l'anime. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu, et abonnez-vous avec les notifications activées pour ne jamais manquer aucun de mes récapitulatifs. À la prochaine fois, portez-vous bien!